Allez, nous allons pouvoir reprendre ce colloque, jouer tous ensemble, avec tout de suite un œil derrière vous avec Clément. Clément qui reprend une nouvelle fresque, regardez, il va commencer. Et oui, on peut l'applaudir, parce qu'elle était bien la première. Notre facilitateur graphique. Vous avez pu voir, c'est le résultat de la matinée avec les deux conférences sur le parasport et les politiques, sur la pratique du parasport. Et cet après-midi, nous allons gérer jusqu'à 15h30 une table ronde, les freins à la pratique d'un parasport. Et ensuite, de 15h30 à 16h30, une autre table ronde sur les bienfaits de la pratique sportive chez les personnes en situation de handicap. Il y aura enfin une plénière de clôture jusqu'à 17h et le cocktail de clôture. Les freins à la pratique d'un parasport. Alors, je vais vous présenter très rapidement, et ce sera indiqué là-haut, les intervenants de cette table ronde. Il y a Flavien Boutet, maître de conférence à l'université de Nancy. Vous pouvez l'applaudir, ça va vous chauffer les mains. Christophe Pradel, directeur technique de Playmovin. Emmanuel Davin, représentant de la Ligue belge francophone de rugby. Lou Méchiche, sportif de haut niveau, parasurf et PITA. Et enfin, Geoffroy Moucheboeuf, médecin rééducateur au CHU de Pellegrin. On y est. Et on va commencer par vous, Flavien Boutet, maître de conférence. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout d'abord? Les freins à la pratique du parasport, on imagine qu'ils sont innombrables. Bonjour. Bonjour. La première chose, c'était déjà de poser le constat, en fait. Pour dire qu'il y a des freins, il faudrait être sûr qu'ils existent et qu'il y ait une moindre pratique. Et en fait, c'est la première diapo que j'avais mis. C'est qu'en fait, il y a un rapport que je recommande à tout le monde qui est sorti en septembre, qui est un rapport de l'INGEP. L'INGEP, c'est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui depuis une vingtaine d'années mène des enquêtes sur la pratique sportive des Français et qui ont essayé de croiser plusieurs enquêtes, parce qu'il n'y a pas d'enquête vraiment qui font consensus sur la pratique sportive des personnes handicapées aujourd'hui, et qui ont croisé plusieurs enquêtes et qui ont publié un rapport en septembre et qui montre clairement déjà que les personnes handicapées pratiquent moins que les personnes qui ne sont pas handicapées. C'est des enquêtes qui sont faites sur les plus de 15 ans. C'est des enquêtes nationales. Enquête nationale, ouais. Donc là, on est sur le contexte français. On peut faire l'hypothèse que c'est assez proche. Les enquêtes européennes montrent des dynamiques assez proches avec des petites nuances. Pas forcément très spécialistes sur le reste de l'Europe et encore moins du monde. Et il faut bien penser qu'à l'intérieur finalement de la population handicapée, il y a aussi des différences, à savoir que les femmes handicapées pratiquent moins. Il y a une différence aussi en termes de catégories socio-professionnelles. Je fais le sociologue un petit peu classique, mais du coup, voilà, moins on est diplômé, plus il y a de chances qu'on ne pratique pas d'activité physique. Donc ça, c'est sur les plus de 15 ans. À partir des données des plus de 15 ans, déjà, on peut faire l'hypothèse que ça marche aussi chez les enfants, d'autant qu'on a beaucoup de récits d'inclusion impossible ou de dispense de sport en EPS. Je vais vous parler aussi du contexte de l'EPS, parce que je pense qu'on peut faire une jonction, elle a été faite ce matin, assez pertinente entre le monde sportif et le monde de l'EPS. Donc derrière, effectivement, c'est se dire, moi je pars un peu de la question du pourquoi finalement il y a une différence et un moindre accès. Et donc là, premier point, c'est que on l'a vu depuis ce matin, c'est que c'est multifactoriel. Il n'y a pas une explication qui va permettre de nous expliquer pourquoi les personnes handicapées pratiquent moins que les personnes valides. Et là, on peut passer à la diapo suivante. Juste avant, je suis désolé, mais comme c'était tout petit, on n'a pas vu des chiffres importants. Est-ce qu'il y en avait un peut-être à mettre en avant sur ce graphique qui paraît un peu petit pour ceux qui sont au fond? En fait, on est sur les pratique loisirs, par exemple. Sur l'ensemble, oui, pratique loisirs au moins une fois par semaine. Alors attends, je l'ai pas. Alors, je vois dans l'année. Pratique loisirs au moins une fois dans l'année. Effectivement, on est à 64% des plus de 15 ans et on est à 86% des plus de 15 ans valides, en fait. Donc il y a un écart de 25%. Pas forcément une pratique licenciée dans un club, une pratique sportive. C'est vraiment pratique sportive, loisirs. Et donc effectivement, et on retrouve, enfin vous pouvez regarder, il y a pas mal de graphiques. Le graphique, c'était vraiment pour donner un exemple parce qu'il ne met pas en évidence toutes les nuances. Mais en fait, il y a beaucoup de données qui montrent qu'il y a un écart important entre les pratiquants handi et les pratiquants non handi. Voilà.
Et donc ça, et c'était le premier point de la diapo suivante, c'était de bien penser qu'on est sur une approche multifactorielle en fait. Il y a la question de l'accessibilité qu'on a évoquée, il y a la question du matériel, des fauteuils qu'on a évoqués, il y a la question aussi des sociabilités. Est-ce qu'on trouve des amis, des partenaires de club? Il y a la question du regard, de la représentation, comme on parle en sciences sociales. Et aussi, il y a la question professionnelle. La question professionnelle, je la trouve intéressante à mettre en avant parce que finalement, notamment si on regarde les travaux en sciences sociales depuis 15-20 ans, dans les années 2000, il y a énormément de travaux qui ont été faits sur la question de l'intégration par le sport, de l'inclusion par le sport, de l'accès à la pratique, et qui montraient qu'un des facteurs les plus déterminants, c'était les acteurs de terrain, en fait. Alors les professionnels, mais aussi les bénévoles, mais notamment la présence et la capacité de professionnels du sport ou de professionnels de l'EPS, dans le cadre de l'EPS, à s'engager sur la question sportive, et que finalement, dans un processus d'inclusion réussi, eh bien, il y avait un professionnel, ou en tout cas un expert, qui pouvait avoir un statut, encore une fois, bénévole. Et ça, je trouve ça intéressant pour poser la question des freins, parce que là, finalement, je vous parle de ce qui favorise. Mais en fait, il y a une règle importante en sociologie que j'aime bien et que j'aime bien rabâcher aux étudiants. Je vous l'ai mis en petit, je ne sais pas si elle est bien lisible. Oui, je pense, mais je vais vous la lire. C'est l'idée que les faits et les contrefaits doivent recevoir le même type d'explication sociologique. Donc derrière cette phrase un petit peu jargonnante, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase qui vient des fondateurs de la sociologie, notamment d'Émile Durkheim, qui enseignait ça à Bordeaux, pour le coup, il y a une centaine d'années. C'est l'idée que finalement, si on montre que ce qui favorise l'inclusion par le sport, c'est les professionnels, eh bien, il va falloir montrer que ce qui ne favorise pas l'inclusion par le sport, c'est aussi les professionnels. Et que si dans la plupart des cas, peut-être, on peine à inclure les élèves, les enfants, les adultes dans les clubs en EPS, eh bien, c'est en partie de la faute des professionnels du sport et de l'EPS. Ce qui peut être, s'il y a des professionnels parmi vous un petit peu délicats et difficiles à entendre, mais qui est important pour poser la question, justement, qu'est-ce qui fait que finalement les professionnels aujourd'hui freinent l'inclusion, que ce soit en EPS ou dans le sport, et freinent même l'accès. On parlait de la volonté de faire en sorte que tous les clubs aujourd'hui puissent intégrer dans toutes les fédérations. Eh bien, possiblement, ça passera par les fédérations, et ça passera aussi peut-être par une socialisation à l'activité physique qui se fera en EPS. Flavien, est-ce qu'il y a parmi vous peut-être un professeur? Parce qu'on a un micro mobile qu'on est capable de monter. Si vous avez des questions ou des réflexions, en tout cas, n'hésitez pas. Pardon? Oui, un ancien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Je ne sais pas si Pauline ou quelqu'un peut lui monter un micro, ou celui du perchoir peut-être, peu importe. Parce que c'est intéressant ce que dit Flavien. Enfin, c'est basé encore une fois sur un sociologue. D'ailleurs, je crois qu'il y a un amphi Durkheim à la fac de Bordeaux, à Bordeaux 3, non? Il n'y a pas un amphi à son nom? Ce serait logique, cela dit. Je crois. C'est ça. Hein. Oui, bonjour tout le monde. Avec le petit bouton, vous cliquez, vous mettez sur On. Il est allumé, pardon. Bonjour tout le monde. Florent Rodriguez, d'informatique. Je suis ancien professeur de karaté. J'ai commencé à l'âge de 5 ans sport études. Voilà. J'étais professeur jusqu'à l'âge de 42 ans. Je tenais une salle de karaté de jeunes élèves de 7 à 12 ans. Voilà. Est-ce qu'il y avait du para-karaté? Est-ce que ça existait? Est-ce que vous avez eu un public Pas à ce moment-là, mais moi, par contre, j'étais handicapé. Puisque moi, ça fait 50 ans que je suis épileptique. Est-ce que, de façon générale, vous comprenez Flavien et son étude sociologique consiste à dire c'est la responsabilité des professeurs s'il y a peut-être moins de parasportifs? En partie. Hein. En partie. Oui, mais moi, ça n'a jamais été reconnu. Moi, je pouvais avoir une crise n'importe quand et ça n'a jamais été reconnu. Vous voyez? Moi, j'ai déjà eu une crise sur un tatami et ça n'a jamais été reconnu.
Mais en fait, ce qui pose aussi une question aussi qui est intéressante dans la question des questions d'inclusion, d'intégration et de normalisation du handicap, c'est qu'aussi, on va en parler justement sur les explications et sur pourquoi je me permets aussi de dire que c'est en partie de la responsabilité des enseignants. C'est qu'effectivement, on est aujourd'hui dans le monde sportif et dans le monde sportif non spécifique, si je peux l'appeler comme ça, sur une culture qui reste très construite par des valides pour des valides. Et qui fait qu'effectivement, pour favoriser cet accueil, eh bien, il va falloir aussi sans doute changer un peu à la fois des modes de pensée, mais aussi des pratiques et sur le temps long. Et là, on peut venir justement, moi je vais vous parler de récits d'enquête pour vous dire sur quoi je me permets, et puis pour dire des choses comme ça, et puis pour questionner finalement ce qui va faire que les enseignants empêchent ou favorisent. Du coup, c'est intéressant, c'est qu'on peut penser les choses dans la même dynamique. Et là, on peut passer du coup à ma dernière petite diapo. C'est le premier argument et je l'ai mis en premier parce qu'il est important et je pense qu'il faut que le monde sport et handicap en ait conscience. C'est le fait que vous avez aujourd'hui un nombre important de profs, c'est dur de quantifier, mais possiblement une majorité, qui ne veulent pas en fait accueillir des personnes handies. Alors c'est à mettre en dynamique avec le deuxième argument sur le fait que les profs ne peuvent pas, mais les profs ne veulent pas. Il y a une enquête notamment de Sandrine Garcia qui a travaillé auprès des professeurs des écoles et qui montre que les profs des écoles, et c'est valable aussi pour d'autres profs du secondaire, considèrent que individualiser l'intervention, pouvoir accueillir l'ensemble des élèves handicapés, eh bien, c'est pas vraiment leur métier. Ça renvoie à ce qui fonde le métier, ce qu'on appelle la professionnalité en sociologie, les valeurs, les principes qui vont faire qu'on va considérer être ou ne pas être notre métier. Et beaucoup de profs aujourd'hui et beaucoup d'éducateurs sportifs dans les clubs considèrent qu'accueillir les personnes handicapées, c'est le métier d'autres personnes. Et avec ça, finalement, il y a une vision très excluante qui est de dire les personnes handies, leur place, c'est en dehors de l'école, c'est en tout cas en dehors de l'école ordinaire, en dehors de l'école, en dehors des clubs. Et ça s'articule, ça c'est vraiment très présent, mais il faut avoir aussi en idée que ça s'articule, ça peut être distingué, mais en même temps articulé avec le fait que les profs n'ont pas forcément les moyens. Et ça, c'est une enquête aussi qu'on a menée auprès de profs de PS, avec des étudiants de MEF, Amandine Lecru et Alban Kleiser. Et on a été voir énormément de profs de PS, notamment qui accueillent des élèves handis, et qui nous dit mais en fait c'est extrêmement compliqué parce qu'on a des classes surchargées. On ne nous donne pas de moyens. Les AESH, ça a été dit ce matin, parfois les AESH, on ne sait pas pourquoi, mais elles disparaissent dans le cadre de l'EPS. Elles sont tout le reste de la journée. On a des PPS, des PPI, des PPA, mais qui sont plus ou moins remplis correctement, qui ne nous donnent aucune aide structurelle. On n'a pas été formé à... et ça, j'avais mené aussi une enquête dans les CREPS, justement, dans les instituts de formation, il y a quelques années maintenant, il y a une dizaine d'années, mais on voyait que la formation était très légère et que les personnes, finalement, se disaient moi, ça ne me dérange pas, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment on peut le faire. Donc, il y a vraiment ce côté... Je pense que les deux s'imbriquent, mais il faut penser vraiment aux deux. À côté, il y a une volonté de ne pas toujours vouloir accueillir. Et puis, il y a aussi une incapacité. Et j'aimais bien une prof de PS qui nous disait, il faut bien penser que dans l'éducation nationale, il y a, alors ça c'est sans doute propre à l'éducation nationale, il y a de la maltraitance à tous les étages, qu'elle nous disait en entretien. L'institution nous maltraite et en conséquence, on maltraite les élèves. Il y a des cas de maltraitance, elle disait, il ne faut pas le nier, à un moment, il y a de la maltraitance, d'autant plus avec les élèves handicapés. Mais c'est aussi finalement un contexte qui vont maltraiter les maltraitants. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut avoir une lecture aussi un petit peu positive parce que dans beaucoup d'enquêtes, je vous le disais, on voit qu'il y a des profs de PS, qu'il y a des éducateurs sportifs qui font le taf, qui font des choses, qui sont dans une dynamique très positive et qui permettent, il y en a pas mal, je pense, aujourd'hui. Et en fait, c'est ça que nos enquêtes montrent, c'est que par contre, ça oblige à un engagement spécifique pour l'accessibilité. Ça ne relève pas de la normalité en fait, du métier aujourd'hui. Et en fait, ça demande à des personnes qui se forment, qui trouvent des formations continues, qui se mobilisent, qu'ils aillent chercher des soutiens financiers, politiques, qu'ils aillent chercher des réseaux. Nous, chez les profs de PS ou les éducateurs sportifs, on voit des personnes qui, le week-end, le soir, vont appeler des personnes qu'ils ont rencontrées, spécialistes, pour chercher des solutions, de trouver des techniques pédagogiques parce qu'ils n'ont pas été formés.
Et ça, c'est vraiment très présent, qui fait qu'il y a un engagement spécifique, quasi militant en fait, qui est obligatoire. Et qui va faire aussi qu'on va expérimenter, j'aime bien le terme de tentative, qui est un terme qui vient de l'éducation populaire, mais c'est l'idée d'expérimenter, d'essayer en permanence, et que finalement on a beaucoup aujourd'hui de profs et d'éducateurs sportifs dans les clubs qui ne vont pas oser expérimenter, ou qui ne vont pas savoir comment, ou qui même, encore une fois, ne vont pas avoir les moyens. Et je finirai justement par rapport à ça, peut-être comme piste de solution, et en sortant un petit peu de ma casquette de sociologue, parce que je ne suis pas que sociologue, je suis aussi formateur en licence activité physique adaptée à l'Université de Lorraine, donc sur la faculté de Nancy. Et on monte actuellement des projets avec des villes sur le périscolaire, avec des associations, et on voit aussi, et ça renvoie plus à une expérience que vraiment à des enquêtes, des ligues, des comités qui se mettent à travailler avec des APA, et finalement, plutôt que d'attendre de chercher des solutions pour que l'ensemble des éducateurs sportifs et l'ensemble des profs de PS aient des moyens, aient envie, trouvent les solutions pour accueillir l'ensemble des personnes, eh bien, on va mettre à disposition de ces personnes en soutien, alors ça demande des budgets, mais des personnes qui ont ces ressources, qui sont experts, et il n'y a pas forcément que, mais c'est vrai que les diplômés en activité physique adaptée ont cette formation qui permet de faire ça. Et c'est vrai que par exemple, la Ligue de basket d'Auvergne-Rhône-Alpes a recruté trois diplômés en activité physique adaptée ces dernières années, pour que quand il y a quelle ligue de basket? Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne. En partie parce qu'il y a un formateur qui est élu justement à la Ligue et qui a dit mais en fait il faut que ça passe par là. Et comme ça, quand ils entendent parler d'un blocage à l'échelle locale, et bien le lendemain, un de ces diplômés intervient pour réfléchir comment ça peut être fait, pour former le professionnel et pour dire en fait vous n'avez pas le choix, vous allez y aller, on va travailler ensemble. Nous en Grand Est, il y a la Ligue de hand qui a recruté aussi une de nos anciennes diplômées pour faire ce travail-là. Et on pourrait même l'imaginer. À l'école, moi j'avais mené un petit projet finalement dans une école avec pareil une diplômée APA qui avait mis un cycle avec la professeure des écoles et pour faire une PS inclusive en fait, où on cherche des activités qui vont permettre en fait à tout le monde de pratiquer, y compris les élèves handi. Et en fait je pense que c'est pour ça que je parle de passeurs et d'intermédiaires, cette idée que des personnes vont venir sur 6 mois, 1 an, sensibiliser, trouver les moyens, construire une offre, parce que sinon on peut dire finalement faut former les éducateurs sportifs, faut former les profs de PS, mais c'est vrai que je disais à la pause, moi j'ai assisté à beaucoup d'événements de ce type il y a une dizaine d'années, et c'est vrai que je trouve que parfois ces discours de blocage, ils étaient déjà là en fait, et que ça bouge, et que dans certains espaces locaux ça bouge, et si on prend Drop de béton il y a 10 ans et aujourd'hui, on voit que ça bouge, mais en même temps ça bouge très très lentement, et que peut-être c'est une hypothèse, et là encore une fois je sors de ma casquette de sociologue et plus de formateur et de citoyen, mais que peut-être par une politique des passeurs et des intermédiaires, eh bien peut-être qu'on pourrait accroître ces possibilités. Bravo, merci, c'était passionnant. Vous pouvez l'applaudir, Flavien Boutet. Je vois Francis Carré qui prend des notes parce qu'il participera à la plénière de clôture avec une synthèse notamment. Et là, il y a beaucoup à prendre pour la synthèse. Juste après le repas, Francis, tranquille. Mais il faudrait activer un petit peu la pompe. Et non, mais ce sera très intéressant, la plénière de clôture, évidemment. Il y avait une question tout à l'heure, mais faux départ, visiblement. Finalement, pas de question avec le petit micro aussi ? Non, finalement, non. Ok, faux départ. Très bien, vous pouvez garder le micro. Christophe Pradel, directeur technique de Playmovin. Et je crois que Sébastien Passemard est arrivé, le cofondateur, il est là ou pas ? Bonjour Sébastien, merci de laisser votre place à Christophe Pradel. Playmovin, qu'est-ce que c'est tout d'abord ? Bonjour à tous. Playmovin, c'est une société qui a 6 ans. On est basé à Clermont-Ferrand. Et après plus d'1 an et demi d'études et de développement, on a produit le premier fauteuil au monde en polyéthylène rotomoulé, made in France et éco-conçu grâce au pôle d'éco-conception de Saint-Étienne. Alors le rotomoulage, pour vous expliquer rapidement, c'est un procédé de fabrication du plastique qui permet d'avoir un plastique particulièrement résistant. Pour faire simple, c'est exactement avec ce procédé-là que sont faits les canoës et kayaks.
Voilà, donc le canoë-kayak, tout le monde est d'accord pour dire que c'est quelque chose qui reste dehors, qui prend des coups, qui est dans l'eau et qui ne s'abîme pas. Et qui est léger. Voilà, et qui est léger. Et parmi les grandes familles qui permettent de fabriquer des choses en plastique, le rotomoulage nous permet d'obtenir un produit vraiment robuste. Donc c'est une première mondiale, européenne, mondiale. C'est une première mondiale. C'est une première mondiale. On a été les premiers à tenter l'aventure, hein, grâce à nos partenaires, nos rotomouleurs, parce que c'était compliqué de se dire est-ce que ça va être faisable, est-ce qu'au moment où on va démouler, ça va pas se déformer. Donc voilà, on a tenté l'aventure et on y est arrivé. Alors ce matin, vous savez que vous étiez là ce matin, oui, dans le public. On est arrivé en fin de matinée. En fin de matinée, il y a une problématique de coût de matériel assez importante, de remboursement, de mutuelles, etc. Combien ça coûte? Ça doit être évidemment très cher, très élevé, parce que c'est une première mondiale. Alors non, justement, le but et l'idée au départ, c'était surtout d'arriver à faire un fauteuil le plus grand public possible et surtout abordable, tout en restant Made in France et éco-conçu, parce que ça, c'est vraiment des valeurs de l'entreprise et on y tenait, et c'est faisable. Donc nous, on est un fauteuil qui est à peu près aux alentours de 1 500 €, sachant que les fauteuils de sport, on va d'une fourchette qui va de 1 000 € à plus de 10 000 €. Pour expliquer ces prix, il y a 3 grands facteurs. Il faut savoir déjà si on va utiliser un fauteuil avec un sport de contact ou pas. Un fauteuil de tennis n'aura pas les mêmes contraintes qu'un fauteuil de rugby fauteuil, par exemple. C'est solide le rotomoulage, justement le rotomoulage, c'est très solide parce que justement, on est parti sur du rugby fauteuil. Parce que les 2 cofondateurs, qui sont des amis, l'un, par son métier dans la chaudronnerie, était au contact de pas mal de clubs de rugby fauteuil et les réparait. Et réparer des fauteuils qui pourtant coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, il a rencontré Sébastien. Sébastien, à ce moment-là, on lui a détecté une maladie qui, selon l'évolution de sa maladie, peut l'amener à un handicap assez élevé. Et donc, ça a été une sorte d'alignement des planètes. Un s'est dit, mais on va peut-être quand même essayer de trouver un moyen de faire un fauteuil un peu plus grand public à un prix abordable. L'autre s'est dit, moi, en fin de compte, là, tout de suite, je suis en situation de difficulté. Je m'aperçois que rapidement, il y a l'isolement qui arrive derrière tout ça. Et de se dire, mais voilà, est-ce qu'on peut pas travailler sur quelque chose de fiable, de robuste, de ludique, parce que justement le plastique amène les couleurs, et là-dessus c'était vraiment une vraie volonté aussi d'amener une nouvelle image du fauteuil de sport, un peu moins tubulaire, donc obligatoirement un peu moins identifié médical, et ça c'était le but, d'amener de la couleur et ses formes arrondies. Et donc tout ça aboutit à un fauteuil qui malgré tout est sans entretien, puisque ça va faire 5 ans qu'on en vend. On en est à peu près à un peu plus de 1 500 fauteuils vendus. On a 0 SAV. Donc parmi les 10 clubs, parmi tous les clubs de rugby fauteuil, là on a entendu ce matin qu'il y avait une quinzaine de clubs. Il y a plus de 10 clubs qui ont nos fauteuils, qui eux les utilisent beaucoup. Après il faudra demander à Drop de Béton, mais ils les utilisent beaucoup dans la sensibilisation pour promouvoir leur sport. Parce que c'est pareil, on est parti du constat que les assos qui avaient des clubs qui avaient les assos qui font du rugby fauteuil ou du sport fauteuil, que c'était compliqué de déplacer leur fauteuil, que souvent si c'était des fauteuils de compétition, c'était très très cher. Donc c'était souvent du vieux matériel qui n'était pas forcément adapté. Et nous, riches d'écouter tout ça, on s'est dit on va leur proposer un fauteuil qui sera empilable, qui sera emboîtable, donc qui sera facilement transportable, qui sera sans entretien, parce que c'est pareil, on sait que dans le milieu associatif, c'est souvent compliqué. Et puis, je crois qu'on pourrait demander aux utilisateurs, mais on a réussi à peu près notre défi. Pendant les Jeux paralympiques, vous aviez des fauteuils qui ont fait des compétitions ? Alors, notre fauteuil, pour l'instant, ne fait pas de compétition. Pendant les Jeux, ils étaient présents dans les fan zones. La ville de Paris en a, donc ils étaient présents devant l'esplanade de la mairie de Paris en démonstration. Mais non, pour l'instant, en compétition, on a beaucoup de clubs de hand fauteuil qui est un sport aussi qui se développe beaucoup en France, puisqu'il est hyper inclusif, puisqu'on peut jouer hommes, femmes, valides et personnes en situation de handicap.
et qui investissent dans nos produits parce qu'ils en sont contents. Quel projet dans les années à venir développement sur plein d'autres de sports, projets techniques. On va développer le 3e fauteuil avec une évolution pour essayer de mettre des personnes avec des handicaps un peu plus lourds sur nos fauteuils. On va développer avec une boîte française, Movely, un dossier qui va permettre justement à des gens qui ont des difficultés avec leurs abdominaux de pouvoir essayer nos fauteuils. Ce qui leur permettra toujours pareil dans le but de découvrir un sport avant d'acheter réellement un fauteuil de compète hyper cher. Ils pourront dire bon voilà, je vais peut-être faire une saison avec un fauteuil Playmovin, ce qui permettra de voir si ça me plaît. Exactement comme chez Valide, quand n'importe quel valide se met à un sport, il commence pas par acheter le matériel le plus haut de gamme pour commencer. Faut l'essayer le fauteuil parce que là, quand on le voit comme ça, il n'a pas l'air très solide. Je peux vous garantir que la preuve, là, entre midi et 2, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y en avait un, ça a tapé avec des fauteuils de rugby, il n'y a aucun souci. Hein. Non, là-dessus, on est sûr de nous. On a des clubs qui les ont depuis plus de 4 ans et un coup de Karcher et ils sont comme neufs. Comment vous vous positionnez par rapport au prix? On a parlé ce matin du tarif. Alors, on va partir du principe qu'on prend le tarif le plus cher chez vous. Le plus cher. Alors nous, notre fauteuil hors option, donc après les options, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-unes. Mais nous, hors option, on va être autour de 1 500 €. Et puis, si on prend toutes les options, on arrivera tout doucement vers 2 000 €. Donc moins que la concurrence, de façon générale. Disons que après, le taille du fauteuil est aussi lié à savoir s'il a été certifié et si on a passé la norme. Alors c'est une norme NF, j'ai le numéro, mais pas en tête, mais je pourrais vous le donner si vous voulez. Et c'est surtout, pour moi, c'est ce qui va faire la différence. Nous, on a voulu faire un fauteuil abordable, mais qui soit certifié pour être sûr que tous les utilisateurs, que ce soit les clubs ou les institutions qui commencent à en acheter, n'aient aucun problème. Donc cette norme, elle est obtenue par le CERA, qui est le Centre de recherche et d'études sur l'appareillage médical des personnes en situation de handicap, qui se trouve à Metz, si je ne me trompe pas. J'ai un doute, mais enfin bon. Et voilà, qui obtient, c'est eux qui nous font les tests et qui nous donnent cette certification. Et là, quand on se bat contre des fauteuils qui arrivent de pays asiatiques, la Chine pour ne pas les nommer, si ces fauteuils sont certifiés, on est moins cher. Si par contre ces fauteuils ne sont pas certifiés, là forcément, ils sont un petit peu moins chers que nous. Pas énormément, puisque c'est des fauteuils qui sont vendus multisports aux alentours de 1 000 €, mais qui sont sans aucune certification. Et c'est vrai que on ne se bat pas tout à fait à armes équivalentes, mais nous, on essaie d'expliquer notre produit, d'expliquer qu'il est fait en France, d'expliquer que c'est important le Made in France et que nous, on sera toujours derrière en termes de SAV, même s'il n'y en a pas beaucoup parce qu'il est de bonne qualité. Mais voilà. Mais le message passe bien puisque de plus en plus, même les institutions commencent à investir dans nos fauteuils. Merci Christophe Pradel, directeur technique de Playmovin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soyez pas timide. À votre droite, alors félicitations, est-ce que Pita ne s'est pas réveillé? Tranquille, vous inspirez confiance. Lou, récupérez le micro, déficiente visuelle, championne de parasurf, double championne du monde même par équipe. C'est bien ça? Racontez-nous votre histoire, tout simplement, avec le parasurf. Alors, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Lou Méchiche, j'ai 18 ans et ma vie elle a pas commencé d'une manière super belle. C'est qu'à mes 2 ans et demi on m'a diagnostiqué une tumeur cérébrale qui dégradait mes nerfs optiques. Du coup j'ai eu des chimiothérapies de mes 2 ans et demi à mes 7 ans pour la stabiliser. Et moi j'avais mon grand frère qui faisait que surfer et il me disait mais c'est incroyable les sensations, on se sent libre, on est épanoui, on se sent vraiment bien dans l'eau. Et je rêvais de ressentir cette liberté que je n'avais pas parce que j'étais bloquée par cette tumeur et ces chimios. Et le jour où on m'a dit que ma tumeur était stable et qu'on arrêtait les chimios, j'ai directement couru à l'eau. Et ensuite, je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai assez vite eu envie de commencer les compétitions.
parce que j'ai toujours adoré les compétitions. Et j'ai commencé avec les Girondes à mes 13 ans. Après les France. Et après les championnats du monde en Californie. Donc mes premiers mondiaux, c'était à 13 ans. J'avais l'impression de vivre un rêve éveillé. Et depuis ce jour-là, ça ne s'arrête plus. C'est la 4e fois cette année que j'allais représenter la France. Et on est revenu avec un beau titre de champion du monde. Et lui aussi, hein. Comment ça marche par équipe? Vous êtes combien? Comment ça se passe la compétition par équipe? On était combien déjà? On était 16. Il n'y avait pas Laurie en fait. On additionne les 17 On performances? était 17, mais il y avait un forfait, donc on était 16, je crois. Ouais. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et après, en individuel, en surf. C'était où? C'était quand? En Californie, à Huntington Beach, vers Los Angeles. Et c'était début novembre. Voilà. Très bien. C'était incroyable. Et en Gironde, où est-ce que tu as commencé à surfer? C'était quelle plage, quelle zone ici? Alors, c'était au Pin Sec, à Naujac-sur-Mer. C'est un petit coin un peu perdu vers Ourtin, tout ça. Nature. Ouais, voilà. Quelles sont les difficultés? Alors, on a bien compris le bonheur tout de suite de te mettre à l'eau vers 7 ans, c'est ça à peu près? C'est ça. Avec une petite planche, toute petite. Quelles sont les difficultés que tu as senties? Il y avait du bonheur, mais il y avait aussi des difficultés que n'ont pas les surfeurs qui s'y mettent au niveau vision, au niveau matériel peut-être, au niveau accès? Alors moi, je ne me rendais pas vraiment compte. C'était plus mes parents qui... parce que moi, j'étais une petite fille, ok, j'allais surfer, après le reste, je m'en fichais un peu. Et c'est au moment où on a voulu m'inscrire dans un club, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Avant, j'avais fait d'autres sports, de la danse, ça, donc on savait déjà que c'était assez compliqué parce que c'est pas que les profs ne veulent pas, mais c'est qu'ils ont peur. Surtout qu'il y a encore quelques années, un handicapé qui faisait du sport, c'était un peu bizarre, quoi. Donc, c'était pas commun. J'étais petite, handicapée, chauve en plus, parce que je sortais des chimios. Enfin, il y avait trop de trucs, là. Et du coup, c'est vrai que c'était ça la plus grosse difficulté au début. C'était savoir comment ça fonctionne le parasurf. C'est très récent, le parasurf. Les premiers championnats du monde, c'était en 2015. Et donc ça déjà, et après une fois qu'on avait compris, donc moi je suis accompagnée dans l'eau par mon coach qui est à 3 mètres de moi et qui me décrit tout. Ben, une fois qu'on a compris ça, ok, mais faut qu'on trouve le coach. et c'est pas facile, mais une fois qu'on l'a trouvé, faut aussi que nos emplois du temps matchent. Faut financer. Enfin, c'est là où j'ai grandi, donc forcément je me rends compte des problèmes qu'il y a et c'est vraiment toujours avoir un binôme. Du coup, il faut que j'en ai plusieurs. Le coach, il est à l'eau avec une planche ou sans planche? Ça dépend. Ça dépend de ses préférences. Donc, soit il est avec des palmes, une planche ou un body. Enfin, ça dépend vraiment de lui et des conditions de vague. Et le but, c'est de le suivre ou toi, tu choisis ta vague? Comment ça se passe concrètement avec un coach, puisque tu n'es jamais seul, en fait, pour refaire la compète? C'est ça. En fait, il me décrit vraiment tout. Il y a 0 contact physique, sinon je peux être éliminée. Et en fait, c'est vraiment juste à la voix. Et il va me dire, ok, rame vers le large, il y a une vague qui arrive. Et après, retourne-toi et rame, tu vas prendre la vague. Enfin, c'est vraiment tout dans la communication. Et après, des fois, il prend la vague avec moi, quand il a la possibilité. Mais derrière? Et non, pas forcément. Enfin, la première, la même vague que moi, pardon, mais à quelques mètres de moi, sans me déranger. Il me dit, va à gauche, va à droite, etc. Il me guide sur la vague. Mais ça, c'est pas tout le temps qu'il peut faire ça. Ah, il s'est réveillé. Ouais, il s'est réveillé, putain. Il est où alors quand tu es dans l'eau pour la peine? Il est au bord comme ça? Il est sur le sable, il dort. Encore. Et il m'attend, et après, quand je sors de l'eau, il vient en courant, tout content. C'est le seul à être tout content quand j'ai fait des vagues pourries. Pour le parasurf, donc la difficulté, c'est de trouver un coach adapté aux parasurfeurs, aux parasurfeuses. C'est ça, principalement? Alors, pas forcément adapté, parce que moi, en fait, je m'adapte. Ça m'est déjà arrivé de surfer avec des gens qui ne parlaient pas on parlait pas la même langue. Ils parlaient portugais, je parlais français. Je parle pas du tout portugais.
Enfin, c'était assez compliqué, quoi. Ils mélangeaient l'anglais, le portugais, l'espagnol, le français. C'était une galère pas possible. Mais du coup, c'est plus à moi de m'adapter. Tant que je suis dans l'eau et que je peux surfer, moi, ça me va, de toute façon. Et donc, ce qui est compliqué, c'est d'adapter l'emploi du temps et le financement pour les compétitions. Parce que nos compétitions, en tant que surfeur, c'est pas... on va pas se plaindre, hein, mais c'est Californie, Hawaï, Australie, etc. Donc, ça a un coût déjà... Les dotations couvrent les frais de déplacement, Californie, etc. Comment ça s'est passé là concrètement, vos gains en Californie pour le titre mondial? Alors, la Fédé nous aide sur une partie par rapport au billet d'avion. Et après, le reste, c'est des sponsors, des assos qui vont m'accompagner, qui vont m'aider. Et du coup, j'ai quand même pas pu faire le tour global parce qu'il y a d'autres compétitions pour d'autres tours de compétition. Et donc, j'ai quand même pas pu tout faire. C'est encore le début, donc j'ai espoir quand même que ça évolue. Au niveau de ta vie civile, en dehors, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu fais? Du coup, moi, je fais pas mal d'interventions et je commence à faire quelques conférences. Et du coup, c'est mon projet de vie, continuer à faire des conférences et des interventions pour parler de nos différences et montrer que c'est une richesse. Et Los Angeles 2028, c'est jouable ou pas? On en est où? Ils ont un peu tiré la grimace quand, quand on est allé leur en parler. Ouais. Donc, en fait, le comité paralympique, des Jeux paralympiques, ils ont accepté. Mais en fait, c'est la ville de Los Angeles qui ont refusé. Maintenant, on n'a plus qu'à espérer pour 2032. Ce sera où 2032? On le sait déjà? En Australie. Australie. Ouais, Ah, ça va. Ils sont surfeurs pas en mal. Australie. Ça va, c'est Ouais. que dans 7 ans? 8, je crois. Ouais, 7, 8 ans. Ça va. Ça va, je serai encore jeune. Ah, vous pouvez l'applaudir. Lou Méchich, double championne du monde. Bravo. Et donc Geoffroy, on va t'écouter maintenant. Donc tu étais aussi en Californie, médecin. Geoffroy Moucheboeuf, merci d'être avec nous. Tu étais le médecin de l'équipe de France? Pas du tout, je suis athlète avec Lou. Moi, je suis amputé fémoral, donc j'étais dans une autre catégorie. Surfeur debout, mais avec une prothèse. D'accord, donc toi, seul. Mais alors comment ça se passait pour cette Coupe du Monde ou ce championnat du monde? Tous les handicaps étaient différents. Les 16, c'était pas 16 handicaps différents. On peut pas... En fait, chaque nation a le droit d'envoyer 8 athlètes hommes, non, 9 athlètes hommes, 9 athlètes femmes, je crois, max, en les disséminant parmi les catégories de handicap qui sont propres à chaque sport. Hein. Donc, pour le parasurf, il y a 5 catégories motrices et 2 catégories visuelles. Voilà. Et puis, on se bat, on est compétiteur contre les gens qui partagent notre niveau de handicap. Et on se soutient en équipe, catégorie avec catégorie. Ça fait longtemps que vous êtes en équipe de France tous les deux? Alors, ma première expérience, moi je suis un petit nouveau par rapport à elle. C'était il y a 2 ans ma première fois en Californie aussi, à un autre endroit, à Pismo Beach. Cette année, c'était à Huntington Beach. Mais la compétition est un peu plus nouvelle pour moi. Ouais. Alors toi, médecin, on en parlera, médecin rééducateur au CHU, mais toi, quelle est ton histoire aussi? Tu étais médecin avant d'être amputé fémoral? Oui, tout à fait. Moi, c'était un peu un comble qui m'est arrivé. J'étais médecin rééducateur, médecin MPR, on appelle ça. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la médecine du handicap. Hein. Et en 2020, j'ai eu un accident, j'étais piéton. Je me suis fait renverser par une voiture et puis ma jambe a été arrachée. Je vous la fais courte, mais il s'est suivi plusieurs mois de rééducation. Et ce qui m'a habité depuis le premier jour, c'est est-ce que je vais pouvoir reprendre mes passions, à savoir le parasurf, parce que je surfais depuis tout petit. Et donc, ça a été un petit parcours du combattant pour reprendre cette activité, d'abord en loisir et après en compétition. D'entrée, toi, il a toujours été question de reprendre le surf. C'était pas une question, c'était une nécessité, quoi. Une nécessité, parce que pour moi, c'était vital, hein, c'était une passion. Quand on grandit là-dedans, on a notre vie qui se crée autour de cette activité, de ces passions, et je pouvais pas m'en passer.
Il y a d'abord eu un frein matériel forcément. Comment ça s'est passé pour resurfer et monter sur la planche Alors le frein matériel, il est multiple, hein. Déjà, il y a le fait de l'accessibilité, il faut pouvoir passer des dunes, il faut pouvoir aller dans l'eau en sécurité. Donc bon, ça on s'adapte. Au début, j'ai passé les dunes avec des cannes anglaises, ça m'a refait la caisse, hein. Et puis après, ouais. Et ensuite, la question de la prothèse. Au début, j'ai surfé à genoux, avec les moyens du bord. Comme les sauveteurs, ils sont souvent à genoux sur Ouais. leur paddle. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. J'ai encore une photo de ma première session. C'était 3 mois après mon accident, où j'étais à genoux, accompagné par mes copains. C'est rare, 3 mois seulement après l'accident. Ouais. Il y a un temps de cicatrisation cutanée qui est on peut pas le réduire, il est de 15 jours, 3 semaines. Et après, je pense que j'ai resurfé avant de pouvoir remarcher, hein, quasiment, sur ma prothèse de marche actuelle. Voilà. Et puis il y a le vrai frein technologique, c'est-à-dire il faut trouver une prothèse adaptée, et ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc il a fallu en créer une. Ça n'existe pas parce qu'elle n'est pas adaptée au fait de se lever sur un surf rapidement, ou c'est par rapport au sel, c'est par rapport à quoi exactement? En fait, c'est un sport de glisse, hein, donc il y a un cahier des charges à avoir, hein, quand on parle de termes techniques, hein. Cette prothèse, elle doit rester au sel, elle doit rester au sable, elle doit reproduire une certaine position qui est la position de glisse, donc en triple flexion, flexion de hanche, genou, cheville. Et j'ai pu en tester une qui est commercialisée par une société française, mais elle répondait pas du tout à ce cahier des charges, et donc il a fallu la concevoir. J'imagine que tu échanges sur les championnats du monde justement en Californie avec d'autres amputés fémoraux. Je ne sais pas si ça a été Ouais. le cas. Il y a des solutions ailleurs dans le monde peut-être? Ouais. Mais ça a été une grande richesse parce que on se sent un peu isolé, hein, dans son cas. En France, on n'est pas beaucoup de surfeurs amputés fémoraux à surfer. J'en ai cherché, hein, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Et c'est vrai que c'était une des grandes richesses de pouvoir aller au championnat du monde, de rencontrer d'autres personnes dans mon cas, de savoir comment ils avaient avancé dans leur recherche technologique et technique, de pouvoir se comparer. Et alors chacun fait un peu son petit truc dans son garage. Voilà, on crée tous notre petite prothèse. Alors voilà, maintenant j'ai envie de dépasser ça avec un projet qui s'appelle le projet Parasurf, qui est un projet de création ingénierique d'une prothèse universelle pour amputés, qui est soutenu par une fondation, la fondation Bordeaux Université. Et voilà, l'idée c'est de créer une prothèse de glisse pour tout amputé qui a envie de glisser, quoi. Bravo, effectivement, on peut l'applaudir. Super projet. Ça, c'est pour la partie personnelle surfeur. Maintenant, la partie médecin rééducateur au CHU de Pellegrin. Tu as repris ton poste comme si de rien n'était. Tu rééduques. Comment ça se passe? Ouais. Alors, pas comme si de rien n'était. J'ai repris mon travail 6 mois après mon accident, à mi-temps thérapeutique, parce que là aussi, c'est quelque chose qui m'habite, hein, c'est une passion pour moi. Mais pas comme si de rien n'était. Non, ça a été difficile, hein. Beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue. Quand je reprenais mon travail, il ne faut peut-être pas le dire, mais j'étais sous morphine haute dose. Mais voilà, c'était une nécessité aussi pour moi. Et puis mon équipe a été un peu, très soudée dans ma réintégration. Ils ont été très gentils sur mon emploi du temps, ils m'ont laissé faire mon petit bonhomme de chemin et me réintégrer au travail quotidien. Et là, maintenant, actuellement, j'ai un boulot tout à fait normal, hein, à 100%. Sans morphine. Sans morphine, sans drogue, sans rien du tout. J'imagine que tu as un exemple. Est-ce que tu sens dans le regard parfois de tes patients que tu es un exemple? Tu peux être inspirant parce que c'est remarquable. On t'écoute, on boit tes paroles depuis 10 minutes. C'est impressionnant. Donc quand quelqu'un doit être rééduqué par toi, je pense qu'il a encore plus de motivation. Alors, je le dis pas trop. Certains le remarquent, hein, ils voient une petite boiterie, donc je leur dis que j'ai eu un petit problème. Après, libre à eux de chercher. Et c'est vrai que 2-3 fois, j'ai eu des familles surtout. Parce que quand on a un accident, il y a certes le patient, hein, qui est atteint, mais la famille est aussi désastrée. Et voilà, les familles se renseignent. Mais qui c'est ce docteur Moucheboeuf, là, le médecin MPR en réanimation, et donc ils regardent, et c'est vrai que le regard change. Ils ont un petit côté...
ils savent que je sais. Ils savent que j'ai vécu un sale truc, que ma femme a vécu un sale truc aussi. Et donc, j'ai l'impression de faire une équipe avec eux après. Bravo, ça aussi, on peut applaudir. Docteur Moucheboeuf, bravo à vous. Vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un micro mobile qui peut monter si vous voulez lever la main ou autre. Surtout, n'hésitez pas. Et sinon, on va passer le micro à notre ami belge, Emmanuel Davin, représentant de la Ligue belge francophone de rugby. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de venir de si loin. Comment ça se passe en Belgique? On entend beaucoup depuis ce matin la situation en France, un peu en Espagne aussi. Qu'est-ce qui se passe en Belgique? Ça va bien à ce niveau-là? Rien d'anormal. La Belgique habituelle, quand il ne pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir. Sur la politique, par exemple. Ah, la politique, oui, oui. Si on commence avec ça, on en a pour toute la fin de la journée. Est-ce que vous en êtes satisfait de la politique belge? On commence à... Oui, oui. Peut-être qu'on va battre notre record de 538 jours sans gouvernement. Voilà. Sérieux, vous y êtes là? Oui, oui, non. Ça prend bonne voie. Très bien. Bonne voie, ouais, pas de problème. Cette fois-là, la Belgique n'a jamais aussi bien tourné que sans gouvernement. Donc. Oui, il paraît. Donc, 1954, on le voit sur ces premiers chiffres, premier mouvement sportif pour personnes handicapées. Vous vous estimez en avance, en retard par rapport à la France? Écoutez, je ne sais pas. De ce côté-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que par rapport à... c'est un médecin, en fait, un médecin bruxellois qui avait lancé ça, dans un objectif thérapeutique, en fait, au départ, puisque pour lui, guérir, ça peut aussi passer par la pratique d'un sport. Et d'ailleurs, je sais qu'ici en France, il y a plusieurs médecins qui ont basé leur thérapie sur la pratique sportive, notamment à Grenoble, si je me souviens bien. Et donc, les personnes, des femmes, des hommes en rémission, font du rugby en termes thérapeutiques. C'est même remboursé par la sécurité sociale en partie. Parfois, le sport ici. Oui, je ne sais pas. Si. En tout cas. Donc en Belgique, le rugby, la Ligue belge francophone de rugby, comment vous intervenez justement? Est-ce qu'il y a du rugby fauteuil, un peu comme en France? C'est plus développé ou moins développé? Alors, dans la région francophone, puisqu'on a un pays fédéral, et donc on a nos amis néerlandophones d'un côté et puis les francophones de l'autre. De notre côté, on a plusieurs types de rugby. Donc, le rugby traditionnel, qui se développe énormément. Et puis, alors, on fait du rugby en chaise, comme on a vu ici à midi, du CC rugby aussi. Et on a une autre variante qui s'appelle du mixard. Donc, c'est une initiative italienne au départ, le rugby italien. Et donc, le Mixed Ability Rugby, donc le mélange des habilités, c'est un principe relativement simple. Et il est même écrit en grand là, sur le « jouer tous ensemble ». C'est vraiment ça. En fait, dans une équipe mixeur, si tu as envie de jouer, tu joues. Peu importe. Il n'y a aucun jugement sur la capacité sportive de la personne. On peut être non sportif, ancien rugbyman, mais on peut aussi être atteint d'une, je ne vais pas dire déficience, parce que je sais qu'ici, on ne parle pas de la même façon, mais on peut être porteur de handicap. Et donc, on a un exemple concret dans mon club à Namur. On a été les pionniers, en tout cas en région francophone, à se lancer dans cette aventure. On a dans l'équipe mixard des papas, des mamans, d'anciens joueurs, mais on a aussi 2 autistes. On a un jeune garçon qui a eu un AVC à la naissance, et donc tout le côté droit, c'est extrêmement compliqué. Et bien, pas de problème, il joue avec nous. En Flandre, ils sont beaucoup plus développés, avec 8 teams déjà de cette pratique. Mais alors, quelles sont les règles? C'est du Les rugby mêmes. à toucher? Non. En fait, un des objectifs du mixeur, c'est justement de ne pas toucher aux règles, ou le moins possible. C'est-à-dire que on va jouer un match, puisqu'il y a des matchs qui sont organisés, des tournois qui sont organisés chez nous.
Et donc, en fonction de la personne qu'on va avoir devant nous, on va naturellement adapter son attitude. Bon, le plaquage, quand c'est quelqu'un, on va dire sans problème, on va y aller franco. Par contre, si c'est une personne porteuse de handicap, eh bien, l'arbitre va l'annoncer, on serre la personne, on l'amène au sol, le jeu s'arrête un instant, et puis on redémarre. Voilà. Mais vraiment, l'objectif, c'est de ne pas se focaliser sur le résultat du match, mais que l'on prenne du plaisir à ce qu'on est en train de faire, que l'on se fasse du bien physiquement par la pratique d'un sport et mentalement aussi, puisque au travers du mixar et au travers de nos pratiques, en tout cas en Belgique, on insiste sur le fait que les activités soient liées à un club pour s'identifier à son club, à ses couleurs, à son logo, à ses valeurs. Ça, c'est une chose. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Le mixar, c'est spécifiquement belge ou Non. Au départ, c'est une initiative du rugby italien. Et puis, ça s'est développé en Espagne. Ils font du mixar. Et en Irlande, Angleterre, Écosse, ils font aussi du mixar. Pas ici. Et donc, là, voilà, on ne change pas les règles, ou le moins possible. Et tout le monde joue ensemble. Et à Mechelen, donc c'est en Flandre, Malines. ils ont même un... Pardon ? C'est Malines, c'est ça ? Malines, oui. Ils ont même une personne malvoyante qui est accompagnée sur le terrain d'une personne qui a une chasuble bien flash, comme ça on la repère. Donc lui ne touche pas le ballon, il guide la personne dans le jeu et cette personne joue réellement au rugby. D'ailleurs, je pense qu'il y a des... Ils sont ici, hein, il y a des représentants de Drop de Béton qui sont venus chez nous. On a fait une démonstration au Stade Mandela à Bruxelles. Et donc, voilà, ils peuvent témoigner de l'aspect... Enfin, a priori, on se dit, mais enfin, ils sont fous, ces Belges. Mais non, ils ne sont pas fous. On joue au rugby, c'est tout. Vous parlez de Drop de Béton, justement. Il y a un projet en collaboration avec Drop de Béton et Erasmus. Quel est-il ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une première phase, suite à le rapprochement entre Drop de Béton et la Ligue belge francophone de rugby il y a 2 ans. Et on a d'abord commencé par se connaître un peu mieux, hein, savoir un petit peu quels étaient nos objectifs et nos lignes de progression. Et on s'est aperçu qu'on avait le même problème, c'est-à-dire la problématique d'intégrer des personnes porteuses de handicap dans les clubs de rugby. Et donc, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait faire pour changer cette problématique. Et donc, on a travaillé sur un livret, qui est celui-ci ici, vous avez pu le voir sur le comptoir à l'entrée, qui donne en fait les premières bases aux dirigeants de clubs, aux animateurs, pour poser les premiers jalons de l'inclusion, en tout cas, des personnes déficientes dans le rugby. Alors, c'est pas tout jeune la photo, il y a Baptiste Serin et le maillot de l'UBB. Il est passé à Toulon depuis quelques années. Ah bon? Je ne savais pas. Maxime Lamotte, oui, c'est une photo que vous avez réalisée à quelle occasion? Vous êtes allé à l'entraînement de l'UBB? Je pense que c'est Drop de Béton qui nous l'a fourni, hein, donc voilà. Voilà. Baptiste Serin était parrain de Drop de Béton. Non, mais il avait 18 ans, là. Hein. Il était jeune, là. Hein. D'accord. Il est toujours? Il arrive à venir de temps en temps? Voilà. Donc voilà, ça c'est une brochure. Évidemment, c'est une base d'information, hein, mais l'idée au travers de ce fascicule, c'était de donner l'envie de briser les barrières de la différence et de se lancer dans l'aventure J'aime pas en dire rugby. J'aime bien parler du rugby parce que finalement, en fait, les personnes que l'on a chez nous, on a tous la même envie
c'est de jouer avec la balle et de se faire du plaisir, de se faire du bien, quoi. Donc ici, c'était voilà, le premier jalon, les premiers jalons à poser. Maintenant on s'est aperçu que, en fait, cette première partie, c'est un programme Erasmus, Erasmus+, cette première partie n'était pas suffisante parce que un frein à l'accueil des personnes déficientes dans un club, c'est la peur de la différence, justement. Et donc, chez nous, en Belgique, il y a des gens qui disent « Ouais, mais comment est-ce que je dois faire? C'est compliqué, 1000 questions comme ça. » Mais non, c'est pas compliqué. Tu prends un ballon et tu joues avec. Voilà. Et tu t'adaptes. Et donc, on a développé quand même certaines différences dans la pratique du rugby. À Namur, on fait du rugby adapté avec des enfants caractériels assez sévères et déficients mental en plus, on fait du rugby adapté. Eh bien, finalement, en fait, on a repris les recettes de l'école des jeunes et on les fait jouer au rugby comme ça tous les mercredis. Et ils s'amusent comme des fous. Et le mixard, eh bien, ça permet d'élargir alors à ce moment-là à pas mal de monde la pratique du rugby. Très bien, comme initiative, bravo, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un responsable, qui a envie de répondre à ça? Est-ce qu'on peut l'implanter en France, ce mixard? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce qu'il y a eu des tentatives ou pas? Non, visiblement non. Dommage. Thierry D'Angelo n'est pas là, ça peut être une solution peut-être. Où est-il? Le chevelu Thierry D'Angelo. Non, il n'est pas là, il est parti. Yves, peut-être Yves Apriou, un mot sur le mixard. Qu'est-ce que tu en penses précisément? C'est étonnant de savoir que les règles ne changent pas. C'est vrai que nous avons ces relations avec nos amis belges depuis 2 ans maintenant. Mais j'ai eu l'occasion, moi, d'y aller quand j'étais encore enseignant à la Fac des Sports à Bordeaux. Et on travaille avec eux depuis longtemps, avec aussi l'équipe de Salles, Clifton, etc. Enfin, oui, déjà voilà, la langue. La langue, il y a plein de choses. Alors, c'est vrai que notre rugby... Enfin, je l'ai un peu dit ce matin quand j'ai tracé les différents axes de drop, on ne se donne pas de limite. Le fait de jouer, parce que c'est pareil, on joue ensemble, il l'a dit 5 ou 6 fois, là. On joue, on prend du plaisir, on avance. Et petit à petit, des règles vont se mettre en place. Ce ne sont pas exactement les mêmes règles. Alors, les règles fondamentales du rugby, on peut le citer en cadre, il y a 4 choses. Il faut marquer. C'est tout couillon quand même, il suffit d'aller porter le ballon derrière une ligne. Même quand on ne voit pas bien, mais qu'on est guidé, on peut effectivement le faire. Soit en faisant une passe, soit en courant et en portant le ballon. 2, il faut empêcher de marquer. Donc là aussi, on peut, quand on est en défense, assez facilement, en guidant ou en écoutant ce qui se dit à côté, venir ensemble et se plaquer, ou en tout cas se tenir. Donc on a des tenues debout, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a joué, y compris avec les gamins difficiles, gamins ou gamines difficiles en cité, on leur refait reconstruire ces règles, du tenue debout. Tenue debout, le ballon ne peut plus avancer, le ballon ne peut plus vivre, et les joueurs ne peuvent plus non plus avancer. Donc voilà des exemples très concrets. Et puis bien sûr, après, on peut faire ou avec la règle du hors-jeu, voilà, c'est le rugby tel qu'on le joue, mais on peut très bien le jouer aussi, on l'a vu ce matin, comme sur le rugby fauteuil, c'est-à-dire le rugby avec des passes permises, soit par la main, soit par le pied en avant. Voilà, donc on n'a aucune limite dans ce domaine. Ça reste un jeu, et ça restera un jeu. La seule condition, c'est de le faire ensemble, et de le tenir, de le faire toutes les semaines, régulièrement, et que ça se débouche à la fois et sur des entraînements, sur des sorties et sur du moment ensemble après, des douches ensemble, des sorties, etc. Et puis aussi après sur des petites compétitions, mais qu'on n'appelle pas compétition d'ailleurs, qu'on appelle rencontre, qu'on appelle cheminement ensemble vers des pratiques jouées. Voilà. Voilà, vraiment, c'est remettre le plaisir au centre du rugby avec toutes les valeurs du rugby. Et pas uniquement comme objectif de forcément remporter la rencontre. Et nous avons la chance de travailler avec une institution à Namur, avec justement ces enfants qui vraiment ont de gros problèmes caractériels. Il y en a 4 que nous avons identifiés donc la saison dernière, même déjà avant, un peu avant, et on a fait une passerelle vers le mixard. Et donc, ces gamins-là, non seulement ils jouent avec leurs copains le mercredi
aux entraînements de rugby adapté, mais en plus, ils font le mixard. Et quand ils reviennent en équipe, dans leur équipe de rugby adapté, c'est eux qui prennent le lead maintenant. Alors que c'était des gamins mais ils sont pleins de problèmes, quoi. Enfin, plein de problèmes. Ils ne parlaient jamais, ils n'osaient pas prendre l'initiative, et maintenant ils sont là. Allez, mets-toi en ligne. Allez, t'es trop loin devant, là. Enfin bon, voilà. C'est d'un point de vue thérapeutique, en tout cas, les responsables de l'institution, ils sont vraiment ravis, hein, parce qu'ils voient la différence. Merci, Emmanuel Davin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez passer le micro à Flavien. Quel regard sociologique vous portez, Flavien Boutet, sur ce mixard? Les règles ne changent pas malgré les différences. Peut-être sur le mixard et puis peut-être aussi même sur l'association Drop de Béton, et puis le lien entre les deux est assez intéressant parce que finalement je disais tout à l'heure que parmi finalement les professionnels ou même les associations, mais j'entrais vraiment par les professionnels qui se mobilisaient, qui militaient, je disais qu'ils se mobilisaient par les tentatives, par l'expérimentation. Et là finalement on voit un exemple, je trouve, dans une ligue finalement traditionnelle de rugby qui tente, qui fait des choses, et ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'extension en fait de ces tentatives, et qui sont. Je suis entré aussi dans une réflexion sur comment on peut généraliser l'accueil, et je pense que les professionnels peuvent favoriser une généralisation de l'accueil, et en fait il y a qui peut provenir du politique. C'est un petit peu mon entrée, hein. Je suis sociologue des politiques publiques et associatives, mais il y a aussi une autre manière finalement d'étendre et de généraliser, c'est de penser finalement par en bas ou à des échelles plus intermédiaires, par des tentatives qui vont, elles, s'étendre. Et je crois que Drop de Béton, que je ne connaissais pas de ma Lorraine lointaine, j'ai l'impression, en la découvrant depuis quelques temps maintenant, eh bien qu'on est sur des tentatives qui s'étendent à la fois au local et puis au national, qui s'étendent aussi avec le monde du rugby et pas en marge du monde de rugby. Et j'en parlais beaucoup. J'ai rencontré la semaine dernière une association qui s'appelle Big Bang Baller. Je le dis à quasiment tout le monde avec qui je discute parce que j'ai eu l'impression que c'est un drop de béton du basket en fait qui est sur Grenoble. Et en fait, on voit de plus en plus d'associations qui tentent des nouvelles choses, qui se mettent un petit peu à la jonction, en fait, qui fait ce rôle de passeur et d'intermédiaire avec lequel j'ai fini. C'est vrai que j'ai parlé de passeur et d'intermédiaire sous l'angle professionnel, mais il peut aussi être pensé sous l'angle associatif, voire entrepreneurial. On a eu un exemple autour du matériel, mais je parlais des professionnels en activité physique adaptée. Aujourd'hui, on en voit qui créent leur entreprise, qui cherchent à se mettre un petit peu à la jonction pour aussi proposer d'autres choses. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est de voir finalement à long terme si demain, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on reprendra finalement ces enquêtes nationales de la pratique générale, eh bien, est-ce que ça aura bougé, ou est-ce que finalement toutes ces tentatives resteront malgré tout un petit peu marginales, et c'est un vrai risque, hein, et ne permettent pas finalement de changer de façon structurelle la pratique des personnes handicapées, et le décalage qu'il y a entre cette pratique et la pratique des personnes valides. Merci Flavien Boutet, très stimulant, très intéressant, bravo, on peut vous applaudir aussi. La table ronde dans laquelle nous sommes actuellement s'intitule « Les freins à la pratique d'un parasport », et la prochaine s'intitule « Les bienfaits de la pratique sportive chez les personnes en situation de handicap ». Je pense que Geoffrey, à mes côtés, Geoffrey Mouchbeuf, aurait pu participer à la table ronde d'après. D'ailleurs, le micro, tiens, reprends le micro. Probablement tout le monde. Oui, c'est vrai, on aurait pu faire une gigantesque table ronde. Le sport, ça a aidé probablement à une certaine résilience par rapport à ton accident, non? Qu'est-ce que tu as pu, avec le peu de recul que tu as, 4 ans de recul seulement, sans le sport, ça aurait été plus dur à vivre probablement? Ah mais c'est évident, le sport c'est aussi une grande source de rigolade et de bonheur, donc ça... Même si c'est plutôt perso le surf, hein? Ouais, mais on le fait avec les copains. Non, on se marre. On se marre. Alors c'est pas un but collectif, mais on s'encourage, on chute, donc on rigole. Il y a un vrai côté partagé. Et d'ailleurs, j'ai jamais aimé surfer tout seul, hein.
J'ai toujours aimé y aller avec les copains. Et voilà, donc le sport, déjà, ça remonte le moral, ça remonte l'estime de soi, parce qu'il y a ces copains qui sont fiers de nous quand on est en situation de handicap. On est fiers de nous par la barrière qu'on fait sauter. Et puis même physiquement, en fait, moi je me suis aperçu que marcher dans le sable, c'est éminemment plus difficile que marcher sur un terrain plat. Et bien que petit à petit, en fait, au quotidien, je retrouvais les bienfaits. Mon périmètre de marche augmentait, j'avais plus mal au dos, parce que quand on boite, mine de rien, on se fait mal au dos. Le fait de resurfer, on se gaine, voilà, j'ai trouvé plein de bienfaits. C'était quelque chose sur lequel j'étais persuadé et je faisais que le dire à mes patients, qu'on proposait déjà dans nos services de rééducation, la rééducation par le sport, et je ne peux que encourager ce modèle. Merci Geoffroy Moucheboeuf pour ce mot de la fin de cette table ronde. Sachant que, alors c'est du luxe, mais on a 5 minutes devant nous avant la prochaine table ronde. On va en profiter pour parler un petit peu art. Et j'aimerais qu'on monte un micro là-bas. Est-ce possible de montrer le micro? Parce qu'il y a 2 personnes qu'on va entendre dans les minutes qui viennent. Alors tout d'abord, évidemment, on va suivre Clément Billon, le facilitateur graphique qui est avec nous et qui a quand même bien avancé. Il a fait plus de la moitié de cette œuvre de l'après-midi. Jouer tous ensemble. Épisode Exactement. 2. Nous t'écoutons, Clément. Qu'est-ce que tu as remarqué? Ça a été bien rempli grâce à cette vague de la passion. Mais en gros, je vais faire une première partie avec les freins liés à la pratique d'un parasport. Là-dessus, donc il y a un peu ce fossé avec cette personne donc qui cherche une approche multifactorielle. Ici, un petit passage d'inclusion qui montre en fait qu'il faut la présence d'un expert, parce que les professionnels peuvent freiner l'accès au handisport. Les professeurs n'ont pas les moyens d'accueillir la pratique d'un parasport. Ça va aussi du coup avec ce témoignage. Ici, il y a cette information: le sport est une pratique construite par des valides pour des valides. Et du coup, donc ici, il y a ce petit bonhomme qui surfe justement sur cette vague pour illustrer un petit peu vos 2 pratiques. Et qu'en fait, les profs ont peur de vous apprendre à faire un nouveau sport, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le parasurf, par exemple. Trouver un coach, c'est dur. Et il y a des freins technologiques. Voilà. Mais bon, l'important, c'est de se faire du bien. Ici, sur le surf, le mot qui est noté pour donner du sens à la planche, c'est l'envie. Et du coup, surfer pour aller s'adapter. Guérir peut passer par la pratique d'un sport. Montrer que nos différences sont une richesse. Et le petit parallèle ici avec l'autre sujet qui va arriver, c'est généralisons l'accueil. Donc là, il y a un petit fossé qui montre le côté frein. Donc il faut trouver des passeurs, des intermédiaires. C'est ce qui est illustré avec cette main qui du coup envoie un petit ballon. Il y a marqué drop de béton dedans, qui est un bon exemple de passeur ou d'intermédiaire. Et l'idée du coup, c'est de supprimer les peurs et de faire équipe. Et le mixard, drapeau belge, il est où? Ah, il n'y est pas. Il n'y a plus le gouvernement. Voilà. Merci Clément. On peut l'applaudir, c'est pas terminé en plus. Clément, reste ici, juste à côté. J'aimerais bien qu'on entende Joseph Martins qui expose. Vous avez forcément vu ses toiles tout à l'heure. Joseph, merci. Il expose et c'est un artiste peintre de la bouche. Il fait partie de l'Association internationale des peignants de la bouche et du pied. Bravo, merci. Expliquez-nous comment vous peignez, parce que les œuvres sont vraiment magnifiques, subtiles, et un tableau de water polo, il y a du sport. Merci Joseph, et expliquez-nous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'association Drop de Béton de m'avoir invité, par son président et par les frères du bord qui ont pris contact avec moi. Je suis venu à la peinture à la bouche par une personne qui peignait à la bouche depuis des années, qui m'a parlé de cette association. Et donc, j'ai présenté un dossier fin des années 80
pour faire partie de cette association. Donc depuis 1989, je fais partie de cette association. Et donc je peins avec moi à la bouche, puisque les prothèses que j'ai, ce sont des prothèses, puisque mon handicap, si on veut parler cru, le langage des médecins, je suis un homme tronc. Donc voilà. Et donc je ne peux pas peindre avec le pied. Et je peins depuis 35 ans. Et depuis plusieurs années, grâce aussi à mon épouse qui est présente juste devant moi, et depuis que nous sommes sur Bordeaux depuis 13 ans, je fais des interventions dans des écoles, des lycées, et aussi quelques entreprises, que ce soit la Caisse des dépôts ou Sanofi, dans lesquelles j'ai fait des démonstrations. Donc quand on parle d'inclusion, c'est pas par le sport, c'est par mon art, pour montrer aussi à des enfants, des adultes, même des bébés, des enfants de crèche, puisque j'ai fait une démonstration en crèche, que malgré un handicap, on peut essayer de faire quelque chose et de pouvoir montrer que je peins. Et pour moi, quelque chose de grand, puisque quand on regarde maintenant, je suis à l'aise devant vous, devant les enfants, mais vous m'auriez connu il y a encore 15 ans, vous me parliez de faire une démonstration parmi des enfants, j'aurais dit non, parce que j'avais peur des enfants. Et c'est petit à petit, en faisant, en les côtoyant, en découvrant aussi leur franchise, parce que les enfants n'ont pas de filtre vis-à-vis de leurs questions. Ça peut être des questions sur la vie quotidienne, sur le handicap. Il faut savoir et pouvoir répondre sans trop les choquer, et en montrant qu'on est aussi à l'aise. Et donc, c'est pour ça que ce que je fais, pour moi, oui, j'espère mettre un pied à l'édifice de cette inclusion à l'handicap, même si ce n'est pas le sport ou le handisport, c'est par mon art, et j'espère que ça aide. Voilà. Merci. Bravo, merci Joseph Martins. Ses œuvres sont exposées à l'entrée et vous pourrez discuter avec lui. Joseph qui est fan de Patricia Gisquet également. Hein. Tout à l'heure, vous avez discuté avec Patricia Gisquet. Il a dû partir, malheureusement. Merci. Alors, j'aurais aimé... une question. Très bien. Sinon, on allait parler de l'autre côté. Non ? Rien à dire. Vous êtes sûr ? Ah, alors je vais te dire pourquoi. C'est parce que j'aurais aimé qu'on entende Cédric Dubord, justement. Enfin, c'est pour ça que ça partait pas dans le bon escalier, parce qu'on l'a pas encore entendu. Responsable rugby fauteuil à Drop de Béton, hein, tout simplement, Cédric. Thierry. Pas de problème. Ah bah oui, quand le patron dit c'est Thierry, c'est Thierry. Ouais, bonjour à tous. Pour reprendre un petit peu, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce qui s'est dit, c'est l'expérimentation. On a une aventure en médico-social depuis, en gros, 1976. Et on est en 2024. Et on a toujours travaillé en expérimentation. On évalue, on met en place, on voit ce qui ne va pas, ce qui vient, etc. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça marque une histoire. Et on porte l'histoire, il y a un récit. Et le récit, ça permet aussi de faire partie d'une aventure humaine. Et que, tout à l'heure, il y avait Béatrice à Austin, elle a commencé du rugby chez nous. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que quand on connaît son histoire, voir maintenant qu'elle puisse s'exprimer devant tout le monde, c'est vraiment très très intéressant. Alors, une expérimentation, nous on a 4 entrées, on fait du rugby très très adapté, très adapté. On a une deuxième entrée qui est, on monte une équipe pour pouvoir faire une compétition, notamment le challenge national des DITEP. On a une troisième entrée avec un club classique, en l'occurrence Villeneuve-d'Ornon. On l'a fait avec Cestas, etc. Et puis on a une quatrième entrée, c'est les enfants qui font
du rugby plus du tout adapté dans un club classiquement. Voilà. Merci Thierry pour cette intervention. Et donc j'insiste, il faut qu'on entende Cédric Dubran qui est ici, responsable rugby et handicap à Drop de Béton quand même, qui est un instigateur, qui est le cerveau de ce colloque. C'est quand même toi un petit peu à l'origine de pas mal de matières grises de ce colloque. Me trompe-je? Non, avec une équipe avec l'équipe de dirigeants plus les collègues de Drop de Béton. C'est vrai qu'on avait fait le colloque donc, avant la Coupe du Monde de rugby sur l'insertion par le sport. On n'a pas parlé du handicap. Et là, on voulait parler donc, suite aux Jeux paralympiques donc, de handicap. Et je pense que ça fait plaisir de voir tout ce monde. Merci aussi aux intervenants qui sont présents, de pouvoir dégager de leur temps et de parler de leurs expériences, de leur... Là, on parle des freins, mais c'est hyper important pour promouvoir la pratique et faire de l'inclusion. Si on n'a pas du matériel, si on n'a pas des personnes qui sont passionnées, si on n'a pas des médecins qui sont aussi là pour prescrire du sport. Et on sait très bien que le sport, c'est quelque chose qui nous fait vivre et qui est hyper important pour le bien-être, pour tout ça. Donc, c'est hyper important. Puis je suis vraiment content d'avoir autant de monde présent aujourd'hui pour ce colloque. Et là, cadeau empoisonné, juste à ta droite, il y a Ronan Apriou, j'aimerais bien qu'on l'entende quand même, le directeur Drop de Béton. Ça se passe bien pour l'instant ce colloque, Ronan? Je suis demi-mêlée, donc je sais bien faire les passes, ouais. Tiens, la savonnette, Ronan. Oui, vous pouvez l'applaudir aussi. C'est le directeur tout de même. Non, en fait, c'est né d'un retour de voyage de Belgique. En Belgique, on était avec Francis, Cédric et moi-même sur le fin du premier rendez-vous Erasmus+. Et on avait découvert le Mixar ce jour-là. Donc ça avait été une belle expérience, encore plus pour Cédric parce qu'il avait joué, et alors que nous on était des simples spectateurs. Et du coup, dans cette réflexion, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse ce colloque-là, et c'est né à 3, mais après c'était un travail en équipe de bénévoles et de salariés presque d'1 an, donc on est plutôt content du résultat, et on remercie encore les partenaires, notamment le département qui nous accueille ici depuis de nombreuses années et encore aujourd'hui, Erasmus+, forcément, et les quelques partenaires privés qui nous ont permis de finaliser ce projet. Voilà. Et c'est pas terminé. On verra pour la suite. Merci Ronan, effectivement. On peut l'applaudir aussi.